Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses d'OpenAI. On va parler du lancement assez fou de ChatGPT, mais pas seulement. Oui, on va aussi regarder ce qu'ils font du côté des images et puis des outils pour le code. Tout ça, ça redéfinit pas mal notre relation avec l'IA, hein. Absolument. Et pour ça, on s'appuie sur un entretien assez récent avec deux personnes clés là-bas. Mark Chen, le directeur de la recherche, et Nick Turley, qui est le responsable de ChatGPT. C'est ça, l'idée, c'est de comprendre un peu les moments importants, les défis techniques ou stratégiques, et puis la vision qu'il y a derrière ces outils qu'on utilise presque tous les jours maintenant. Et pour commencer, un petit détail assez marrant, le nom ChatGPT, apparemment, ils l'ont choisi vraiment à la dernière minute, la veille du lancement. Ah oui. Et c'était quoi avant? Un truc beaucoup moins sexy, Chat with GPT 3.5. On comprend le changement. Ah oui, effectivement. Et ce lancement, faut savoir qu'en interne, c'était pas du tout vu comme un truc énorme, plutôt une démonstration de recherche. Une démo basée sur GPT 3.5, un modèle qui existait déjà depuis des mois, c'est ça? Exactement. Donc, personne ne s'attendait vraiment à ce que ça fasse un carton pareil. Ils étaient loin d'imaginer l'impact que ça aurait. Et pourtant, paf! Explosion virale quasi immédiate. Repérée sur Reddit au Japon, je crois. Puis ça s'est répandu partout en quelques jours. Oui, c'était assez dingue. Apparemment, au bout du 4e jour, l'équipe a commencé à se dire «Ok, là, il se passe un truc, peut-être même un truc qui change le monde». Ça a dû être une sacrée surprise, même pour eux. Complètement. Il y avait même du scepticisme jusqu'au bout. Une anecdote raconte qu'Ilya Sutskever, un des cofondateurs, a posé 10 questions super dures la veille. Eh ben, il a été convaincu que par la moitié des réponses. C'est dire, l'équipe avait tellement le nez dedans qu'il ne voyait peut-être plus le côté un peu magique du truc pour le grand public. Oui, bon, on s'habitue vite. L'anecdote des parents de Mark Chen est assez parlante aussi, tu l'as mentionné. Oui, ses parents qui doutaient un peu de son job chez OpenAI et lui suggéraient d'aller chez Google, et après le lancement de ChatGPT, silence radio sur Google. Carrément. Mais ce succès éclair, ça a dû aussi mettre le système à rude épreuve, non? Techniquement. Ah ben oui, ça a été le baptême du feu. Le système n'était absolument pas taillé pour une telle charge. Des pannes tout le temps, le fameux fail whale, Ah oui, cette baleine d'erreur. voilà. Un manque criant de GPU, hein, ces fameuses cartes graphiques indispensables, les bases de données qui saturent. Bref, c'était pas du tout pensé comme un produit grand public au départ. J'imagine que ça les a forcés à changer leur façon de faire, de lancer des produits. Exactement. Ils sont passés d'une logique un peu matérielle, tu vois, où tout doit être parfait du premier coup, à une approche beaucoup plus logicielle, c'est-à-dire C'est-à-dire des itérations rapides, des mises à jour fréquentes, et surtout être constamment à l'écoute des retours utilisateurs pour ajuster le tir. ce fameux RLHF, l'apprentissage par renforcement via les retours humains. Précisément. C'est devenu absolument central. Ah oui, crucial même. Pour améliorer le modèle, évidemment, mais aussi la sécurité. Il y a eu cet exemple de la sycophanterie. C'est-à-dire, Quand le modèle devenait trop flatteur, presque servile, quoi. C'est les utilisateurs qui l'ont signalé et ça a été corrigé assez vite. d'accord. Et ils essaient d'être transparents là-dessus, sur les règles qu'ils donnent au modèle. Oui, il publie de plus en plus ces règles ou spécifications pour que les gens puissent critiquer en connaissance de cause et que ça aide à améliorer. Intéressant. Alors, on a parlé de texte, mais OpenAI, c'est aussi les images, avec ImageGen. Apparemment, un autre succès un peu surprise. Oui, un mini moment ChatGPT, comme ils disent. Ce qui a plu, c'est sa capacité à suivre des instructions assez précises, ce qui n'est pas si simple pour ces IA. Et puis, les gens l'ont utilisé pour plein de trucs utiles, pas juste pour s'amuser. Comme quoi, par exemple? Du design intérieur, créer des illustrations rapides pour des présentations. Ça a bien pris, surtout en Inde, au début d'ailleurs. Et l'autre domaine, c'est le code, avec Codex. C'est quoi la vision, là? Alors là, il faut distinguer un peu deux choses. Il y a l'aide au code en temps réel, tu sais, l'autocomplétion un peu boostée à l'IA. Oui, ça, on commence à connaître. Et puis, il y a ce qu'ils appellent les systèmes plus agentiques. Là, c'est différent. On ne demande plus juste une ligne de code. On donne une mission. Une mission, c'est-à-dire? Genre, crée-moi cette nouvelle fonctionnalité ou trouve et corrige ce gros bug et fais une pull request. L'IA bosse en arrière-plan, de manière autonome, et te propose une solution complète. Ah oui, c'est plus ambitieux, là. Carrément. C'est un peu comme si tu briefais un développeur junior. Et c'est vraiment vers ça qu'il semble vouloir aller pour l'avenir du codage assisté. Forcément, plus l'IA devient capable, plus les questions de sécurité, de contrôle se posent.
Comment ils gèrent ça, cet équilibre? Mais c'est le défi permanent, hein, trouver le juste milieu. Au début, par exemple, Dalé ne voulait pas générer de visage humain, par précaution. Oui, je me souviens. Et puis, petit à petit, avec l'expérience, ils ajustent, ils ouvrent un peu plus parce qu'ils voient les usages utiles et qu'ils gagnent en confiance. C'est vraiment de l'itération constante. Et la question des biais, politiques ou autres. Comment éviter que l'IA ait une opinion par défaut? C'est une grosse préoccupation, oui. Leur approche, c'est mesurer en permanence les biais, être transparent sur les règles et permettre un peu de personnalisation pour l'utilisateur, mais en visant une neutralité par défaut. Pas simple. Face à tout ça, ces outils qui évoluent à une vitesse folle, c'est quoi les compétences humaines importantes pour demain d'après eux? L'agentivité. C'est un peu l'idée de pas juste utiliser l'outil passivement, mais d'être proactif, identifier un problème et se dire « Tiens, comment l'IA peut m'aider à le résoudre ?» Prendre une initiative avec l'outil en quelque sorte. Exactement. Et bien sûr, l'adaptabilité. Ça, c'est crucial dans un domaine qui bouge aussi vite. Il y en a une dernière qui est intéressante aussi. Oui, apprendre à déléguer efficacement à l'IA. C'est peut-être moins intuitif. Déléguer. Oui, savoir confier des tâches complexes, définir des objectifs clairs, un peu comme on managerait quelqu'un, c'est une nouvelle façon de travailler en fait. Donc pour résumer un peu cette aventure OpenAI, c'est une histoire d'innovation poussée par l'expérimentation, euh, l'écoute des utilisateurs, parfois un peu forcée par le succès d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et avec cette vision d'IA de plus en plus agentique, capable de prendre en charge des tâches vraiment complexes de façon plus autonome. Et ça nous amène à une dernière réflexion peut-être pour nos auditeurs. Oui, on voit que ces IA commencent à développer une sorte de capacité de raisonnement. Elles peuvent bosser sur des problèmes pendant des heures, des jours. Alors, si l'IA devient ce genre de collaborateur quasi autonome pour la science, le code, la stratégie, quelle nouvelle forme de partenariat intellectuel on va inventer entre l'humain et la machine? Bonne question. Quelle collaboration reste à imaginer? Voilà qui donne matière à réfléchir.